L'heure du crime, émission spéciale. Les affaires qui vous ont le plus marqué. Jean-Alphonse Richard. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans cette heure du crime pour le moins spéciale. Vous êtes maintenant, si vous êtes des habitués de l'heure du crime, vous savez que à peu près tous les trimestres, on consacre une émission à vous, les auditeurs, parce que c'est vous qui faites l'actualité et c'est vous qui aujourd'hui posez des questions. On va essayer d'y répondre. Je vais essayer d'avancer avec vous sur le chemin du crime, les affaires qui vous ont passionné, les histoires qui vous fascinent encore, récentes ou bien plus anciennes. Eh bien, vous pouvez nous appeler, c'est au 32 10, 50 centimes la minute. Mais n'hésitez pas à nous appeler pour, évidemment, qu'on fasse le point sur des affaires qui vous passionnent et ça sera un plaisir de vous avoir au téléphone, vous, de l'heure du crime. Aujourd'hui, c'est vous les invités et c'est vous qui nous questionnez. Alors, je crois qu'on a déjà un auditeur en ligne. Il s'agit de Jean-Luc à Angoulême. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour à tous. Merci infiniment Jean-Luc d'être avec nous aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime, parce que je sais, on me l'a dit, Enzo qui est là derrière le standard me l'a dit, vous êtes un fidèle auditeur, c'est ça ? C'est ça, je suis RTL, oui, un fidèle auditeur, oui. Oui, et donc pourquoi vous vous intéressez, juste une petite parenthèse, mais pourquoi vous vous intéressez à l'heure du crime ? Pourquoi c'est une émission qui vous plaît ? J'en suis ravi, je vous dis tout de suite. Parce que c'était, moi j'ai vécu une histoire comme celle-là. Ma femme a été assassinée il y a plusieurs, le 24/11/2021 par un récidiviste, par un père pervers récidiviste, alors que on avait posé plusieurs plaintes mais qui n'avaient jamais été prises en compte et voilà, donc... C'est-à-dire que, Jean-Luc, on s'arrête, si vous voulez bien, juste un petit instant sur cette histoire, même qui est douloureuse, je suppose, encore pour vous aujourd'hui, mais vous aviez déposé des plaintes, votre femme avait déposé des plaintes, c'est ça ? Oui, ma femme avait déposé des plaintes, on avait écrit à la procureure parce que le meurtrier, le futur meurtrier me menaçait de mort régulièrement en public et disait qu'il allait me tuer, mais la procureure n'a jamais voulu, disait que c'était que des paroles... des paroles, et puis 3 semaines après, il nous attendait cachés derrière la haie de la maison, et voilà. Et il a été condamné, ce monsieur ? Il est mort en prison. Il est mort en prison. Donc, il est mort en prison, donc... Alors, je m'arrête juste avec vous une seconde, parce qu'effectivement, votre affaire, elle est totalement emblématique. On entend souvent, dans des histoires, notamment les histoires de harcèlement, ça c'est assez fréquent, d'entendre des victimes qui ont alerté sans arrêt les autorités, les gendarmes, la police, et c'est pas qu'on ne les croit pas, mais finalement on laisse passer, ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Donc je suppose que pour vous, ça a été un peu le même chemin de croix, j'ai envie de dire. Ça a été le même chemin, et les gendarmes font très bien leur travail, je veux dire. C'est pas le problème, c'est pas les gendarmes, mais la police et tout ça, c'est que au-dessus, la justice, les procureurs, et qui donnent les ordres, bien sûr, qui classent les affaires sans suite ou pas. N'approfondissent pas et trouvent pas voilà, et surtout quand c'est des histoires de famille comme ça, c'est toujours ils prennent pas trop au sérieux les histoires de famille, alors qu'il y a quand même une femme assassinée tous les 2 jours en France, quand même, c'est pas rien. Tout à fait, les chiffres sont assez hallucinants, et notamment les féminicides, voilà, donc à ce jour, au 10 juin 2024, là, à ce jour, nous parlons aujourd'hui, il y a eu en France, depuis le début de l'année, 66 féminicides. Vous pouvez imaginer la cadence de ces crimes. Alors évidemment, merci beaucoup évidemment pour ce témoignage, Jean-Luc. Mais je crois que vous vouliez aussi nous parler d'une histoire qui vous a marqué, parce que c'est pour ça que vous avez appelé. Donc on va en parler une seconde. C'est Jean-Loup Anne, c'est ça. Alors là aussi, on est dans votre histoire. On est dans le harcèlement, parce que il a harcelé. On s'en souvient, la journaliste Anne-Sophie Lapix, puis il a fini par tuer une étudiante. C'est ça. C'est ça. Il n'était pas à son coup d'essai. Il n'avait jamais été condamné. Il continuait à fréquenter les jeunes filles. Et il n'avait jamais été. Personne
avait pris les plaintes et tout ça au sérieux. Et il a fini. On sait que le cheminement, c'est ça avec ces gens-là, c'est qu'ils finissent toujours. Ça va toujours. Ça empire toujours les menaces, et après ils passent toujours à l'acte. Et voilà. Et cette jeune fille, ça m'avait vraiment marqué parce que c'est une jeune fille. C'est un enfant. Quand on est parent, on est toujours encore plus touché par ça parce que perdre un enfant, perdre une compagne, c'est terrible. Mais perdre un enfant, c'est encore plus terrible. Je veux dire, la jeune fille, sa vie est terminée. Mais la famille autour, vous avez plus de vie non plus, vous ne vivez plus, vous êtes mort. Bien sûr. Et vous aviez entendu, je suppose, notre heure du crime qui était consacrée à Jean Louane. Et effectivement, c'est effrayant la dérive de cet homme. On l'a signalé partout. Cette jeune femme qui est morte, elle s'appelait Julia Bastide. Il faut jamais l'oublier. C'est une victime. Elle avait 20 ans. Elle a été tuée en plein cours à l'IUT d'Orléans. Et c'est ça qui est grave quand même. C'est qu'il a réussi à tuer en plein cours. C'est quand même. Voilà. Alors que cet homme, il était dénoncé, il était non pas surveillé, mais les professeurs étaient avertis. Là, il y a vraiment une carence effectivement abominable. Et ça, c'est le harcèlement. On le répète pas assez. C'est la mort invisible finalement. C'est-à-dire que on voit pas venir ça à part les victimes. Vous l'avez vu, mais vous aviez beau crier, on vous entendait pas. C'est ça, on a beau crier, mais on se retrouve complètement démunis et on vit avec la peur, et on vit continuellement avec la peur tous les jours, on vit avec la peur, on sait qu'un jour, comme moi et comme beaucoup ça va arriver. De gens, on sait que ça va arriver, on sait qu'un jour on va arriver, donc on essaye d'éviter, et c'est le jour où on est plus sur nos gardes que ça arrive. Et donc c'est vrai que c'est terrible, on essaye d'alerter. Moi je me bats tous les jours pour ça. J'ai eu des contacts avec l'Élysée, avec M. Darmanin, mais personne prend les choses au sérieux. Je ne peux que vous encourager, Jean-Luc, à continuer. Il faut vous rapprocher d'associations qui existent là-dessus. Il faut vraiment porter ce message parce que c'est important et il faut vraiment qu'on entende ces cris où on dit parfois oh là là, ça fait 10 fois qu'on nous dit que etc. Il se passe rien, mais finalement ça finit effectivement par éclater et ça finit toujours par en drame. Je vous remercie beaucoup, Jean-Luc, pour votre témoignage. Je vous souhaite beaucoup de courage. Parce que je sais que vous êtes toujours dans le deuil et dans la peine pour votre femme, mais continuez parce que ce combat-là, il vaut le coup d'être mené et on vous aidera s'il le faut dans l'heure du crime parce que nous, on aide toujours les victimes et je vous remercie. Votre témoignage, il est très touchant et merci à vous de faire partie de nos auditeurs. Je suis très fier de ça. Merci. Merci à vous et merci pour ce que vous faites pour jamais oublier les victimes et que les gens se battent toujours pour les victimes et se rappellent toujours qu'il y a toujours ce problème-là qui existe. Voilà. Merci infiniment, Jean-Luc. On va retrouver les auditeurs dans un tout petit instant. L'heure du crime, émission spéciale. La sélection des auditeurs. Du crime, émission spéciale. La sélection des auditeurs. La sélection des auditeurs au 3210, et c'est vous qui nous appelez, c'est vous qui faites cette émission aujourd'hui avec des faits divers qu'on évoque là comme ça au fil de cette heure du crime. Et on rejoint tout de suite au téléphone de l'heure du crime, c'est Richard. Bonjour Richard. Oui, bonjour. Merci infiniment d'être avec nous dans l'heure du crime, au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes l'un de nos grands témoins aujourd'hui. Alors, c'est un classique que vous voulez aborder, Richard. Omar Haddad. Pourquoi Omar Haddad ? Eh bien, Omar Haddad, cette affaire, comme d'autres affaires, il me semble que c'est la vérité de l'opinion publique contre les faits, tout simplement. C'est-à-dire que par l'habileté des avocats, l'opinion publique est manipulée et penche d'un côté ou d'un autre, alors que seuls les faits comptent et la vérité. Et la vérité, c'est pas la vérité de l'opinion publique, c'est la vérité du dossier telle qu'elle a été jugée. Alors là, ça c'est autre chose, parce que il y a plusieurs vérités en matière criminelle, Richard. Je vais pas vous faire une leçon, mais il y a la vérité de l'enquête.
Et puis il y a la vérité de la cour d'assises, qui peut être totalement différente de la vérité de l'enquête. C'est comme ça, mais c'est la loi. Effectivement, Omar Haddad, il a été condamné, il a fait des recours, de nombreux recours. Je sais, j'en discutais encore hier avec son avocate, Sylvie Novakovic. C'est dire, vous voyez, on parlait encore de cette affaire, et elle me disait qu'effectivement, Omar Haddad, il a toujours l'innocence chevillée au corps, il a toujours cette envie. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites en fait qu'il est coupable, c'est ça? Non, je n'aurais pas la prétention de dire qu'il est coupable. Je veux simplement dire que si sa culpabilité n'a pas été pour certaines personnes prouvée, son innocence ne l'est pas davantage. Il y a des faits pour, des faits contre. Malheureusement, dans beaucoup d'enquêtes, il y a des erreurs qui sont commises, des erreurs par les enquêteurs. En la circonstance, par exemple, Madame Marshall a été incinérée immédiatement. À la demande de la famille, mais effectivement, vous avez raison, complètement raison, je suis complètement d'accord avec vous. Le parquet aurait pu s'y opposer, c'est-à-dire le procureur aurait pu s'opposer à cette crémation. Donc effectivement, ça n'a pas été le cas, et c'est bien dommage parce qu'il y a déperdition de preuves. Ensuite, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été un petit peu examinées à la va-vite, il faut bien le dire, dans cette cave. Il y a beaucoup de choses qui cadrent pas. On a laissé beaucoup d'empreintes à droite, à gauche. Bon, la scène de crime, elle n'a pas été inspectée de manière très terrible. Allez-y, voilà. Richard. Et si vous voulez, lorsqu'il y a des erreurs qui sont commises, je dirais pas de bonne foi, mais bon, qui n'auraient pas dû être commises, mais qui l'ont été, elles sont bien entendues, et on le comprend, retournées et exploitées par les avocats à leur avantage. Mais des deux côtés, vous savez. Allez-y. Retournées contre les enquêteurs qui deviennent accusés de partialité alors qu'il s'agit d'erreurs. Oui. On ne parle pas. Alors dans cette affaire, je voudrais souligner simplement qu'il y a deux, trois choses dont on parle rarement, probablement parce qu'elles ne vont pas dans le sens de l'innocence de M. Haddad. C'est déjà l'orthographe. On a souvent dit que comme Mme Marshall était une dame riche, éduquée, elle ne faisait pas de faute d'orthographe et qu'elle n'avait pas pu écrire Omar m'a tué, ER. C'est une erreur. C'est une erreur et Mme Marshall était coutumière de fautes d'orthographe qui ont été relevées par les enquêteurs et relevées par ses voisines, et c'était une faute d'orthographe qu'elle commettait très fréquemment. Alors, je suis d'accord qu'il y a plein d'approximations dans ce dossier, mais je vais vous en donner une autre, Richard, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de psychiatres qui se sont penchés là-dessus. Et lorsqu'on écrit « Omar m'a tué », c'est-à-dire « quelqu'un m'a tué », alors qu'on n'est pas encore mort, paraît-il, moi je ne suis pas psychiatre, mais paraît-il, c'est quelque chose qui ne se fait pas. On ne peut pas imaginer qu'on va mourir dans la seconde et donc écrire « Omar m'a tué ». Voilà, c'était une petite parenthèse. Je vous remercie beaucoup, Richard, d'avoir évoqué avec nous Omar Haddad, qui est un grand classique criminel et qui est toujours d'actualité aujourd'hui, parce que il y a toujours le spectre de l'erreur judiciaire derrière cette affaire. Je voudrais juste rajouter, si vous me permettez, un deuxième détail qui n'en est pas un. Il n'y a pas eu une inscription, il y a eu deux bien sûr. Et ça, on n'en parle pas. Oui, non. Pourquoi Écoutez. Pourquoi, si vous voulez, des criminels qui n'aurait pas été Omar Haddad, bien sûr, l'aurait écrit deux fois. C'est une bonne question, parce qu'on désigne quelqu'un obstinément, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant, on n'a pas la réponse. On va prendre un autre invité, j'allais dire. Oui, un autre auditeur invité dans cette heure du crime spécial auditeur au 3210. C'est Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Alphonse, merci. Très heureux d'échanger avec vous. Merci infiniment, moi aussi je suis très heureux de vous avoir parce que je sais que vous êtes un auditeur fidèle et que vous connaissez bien cette émission. Vous savez, si je pouvais me permettre, Jean-Alphonse, vous êtes un tel narrateur que vous me rappelez un peu le professeur de la matière qu'on n'aimait pas. Et il était tellement bon qu'en fait on adorait sa matière. Bon écoutez, vous n'aimez pas le crime, mais vous avez fini par l'adorer dans l'heure du crime. Mais l'adorer dans le sens de l'information. Bien sûr, on est d'accord. Et moi c'est pareil, j'ai aucune fascination pour les criminels. Vous la rapportez tellement bien, rapportez tellement bien les affaires que vous nous transmettez cette passion. C'est adorable. Thierry, l'affaire Jubilard. Alors l'affaire Jubilard, super classique. Là c'est un feuilleton. Mais oui, c'est un feuilleton, mais il me passionne et
Et parce qu'en fait, on sait tout et on sait rien. Ah oui, ouais, vous avez tout dit. Effectivement, on sait tout, on ne sait rien. Alors on sait beaucoup, mais on ne sait pas assez. Alors, Hein? je vais résumer juste en une phrase pour planter le décor. Pas de corps, pas de mort. Oui, alors pas de corps, ça fait pas une affaire qui ne doit pas être traitée, évidemment. On est bien, on est bien parce d'accord. que la justice peut rattraper les criminels même sans Après, le corps. l'autre question que je me poserais, je ne sais pas si vous l'êtes posée dans toutes les affaires que vous traitez, est-ce que le crime parfait existe? Bien sûr. Bien sûr. Alors le crime parfait, il existe. Alors là, je suis totalement formel. Je vais vous dire ce que c'est le crime parfait. En un mot simplement. Le crime parfait, il existe. C'est celui qui se passe en ce moment même et dont on ne saura jamais rien. Et c'est donc ça, c'est le crime parfait. Le crime parfait, c'est celui dont on ne saura jamais rien. Il n'y aura jamais une ligne dans un journal, il n'y aura jamais un procès verbal de police aux gendarmeries écrit. D'accord. Il n'y aura jamais aucun témoignage. Et vous savez... là, vous venez de me donner une grande information, parce que pour moi, j'étais pas là-dessus. Et donc, voilà. Ça, c'est le crime parfait. Et le crime parfait, vous savez, il y en a, hélas, dans des familles, auprès de vieilles personnes, dans des établissements, etc., dans des entreprises où une personne était peut-être fatiguée. Est-ce qu'on peut mettre en face du crime parfait le mot omerta? C'est-à-dire on dit rien? Oh oui, bien sûr, on dit rien. Ah ben bien sûr, en tout cas, le meurtrier, évidemment, on ne va pas raconter... Et ceux qui savent? Ceux qui savent, en général, il n'y en a pas beaucoup dans les crimes parfaits. Vous voyez, parce que moi, ce que je crois, c'est que finalement, la vérité, elle finit toujours par filtrer. Il y a toujours quelque chose qui finit par arriver. Delphine Jubilard, si, là, attendez, on s'avance, hein, mais si c'est le mari qui a tué son épouse... Il est très fort. Il est très fort. Et puis voilà, donc en tout cas, c'est pas un crime parfait, puisque il y a déjà des doutes, etc., et que cette personne a été emprisonnée. On verra ce que donnera le procès. Mais le crime parfait, c'est le crime qu'on ignore. Voilà, ça c'est ce que dit toujours Justine Vignot, notre rédactrice en chef chez nous. Elle dit toujours, le crime parfait, c'est celui qu'on ignore. Mais c'est exactement ça. Alors sûrement que l'affaire avancera vraiment le jour où on retrouvera le corps, et je l'espère même. Alors c'est bizarre ce que je vais dire, mais je l'espère même pour la famille, parce que ça permettrait peut-être aussi à la famille de faire leur deuil. 100% d'accord, 100% d'accord Thierry. Thierry, je vous remercie beaucoup de nous avoir appelés. C'était un plaisir. Restez fidèles à l'heure du crime et on se retrouve bientôt. Merci Thierry, à tout à l'heure. La publicité et puis on retrouve l'heure du crime. L'heure du crime, émission spéciale. Les affaires qui vous ont le plus marqué. Jean-Alphonse Richard. Pour joindre RTL, appelez le 3210. 50 centimes la minute. Artisan. L'heure du crime, émission spéciale. Les affaires qui vous ont le plus marqué. Jean-Alphonse Richard. Et ce sont les auditeurs aujourd'hui de l'heure du crime qui font cette émission. Vous nous appelez, on vous répond, on parle faits divers, on parle affaires judiciaires, et vous pouvez nous appeler évidemment au 3210, 50 centimes la minute. Au 3210, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Une auditrice, Léonie. Bonjour Léonie. Bonjour Jean-Alphonse, comment allez-vous? Je vais très bien, je vois que vous avez l'air d'aller très très bien vous aussi. Je suis ravie d'échanger avec vous, moi qui adore votre émission et qui suis une fidèle auditrice. C'est un vrai bonheur pour moi aujourd'hui d'être avec vous à l'antenne. Génial, écoutez, vous écoutez comment? Vous écoutez en podcast? Vous écoutez en podcast, à l'antenne? Oui. Ah d'accord, en podcast. Et vous trouvez que l'émission, il y a des choses à changer? Ça vous plaît comme ça? C'est absolument parfait. Qu'est-ce qui vous plaît comme histoire dans l'heure du crime en général? Je préfère plutôt les histoires assez récentes, mais vous le racontez vraiment tellement bien, avec beaucoup de narration, tout ça, donc c'est vraiment absolument parfait et je ne loupe aucune émission. Bon, écoutez, on essaie de faire effectivement le point sur ces dossiers qui sont parfois compliqués et de les rendre accessibles à tous, et en premier lieu pour moi, parce que moi il faut que je comprenne ce que j'écris, c'est très important. Léonie, l'affaire Flactif. La tuerie du Grand Bornand, avec des victimes, Xavier Flactif, le père, Graziella, la mère, les 3 enfants, Sarah, 10 ans, Grégory, 7 ans, Laetitia, 9 ans. Je les cite tous parce que ce sont les victimes de ce crime abominable. Vous voulez parler de cette histoire, pourquoi est-ce qu'elle vous intéresse? Parce que il y a le mensonge, il y a la terreur, il y a la haine, c'est ça? Alors déjà, le crime est absolument horrible, c'est un quintuple assassinat, donc avec préméditation. Une fois que l'assassinat a été commis,
les suspects, enfin les coupables du coup, mais qui étaient suspects à l'époque, se sont vraiment vantés, ont crié leur haine envers les actifs, exactement, dans l'émission 7 à 8. Et je trouve ça absolument affreux. On parle beaucoup de l'affaire Daval en disant le mari qui a berné tout le monde, qui est venu pleurer à la télé. Mais là, en fait, ça va même au-delà de l'affaire Daval. C'est vraiment un couple qui a vraiment une haine pour cette famille, alors qu'il l'avait complètement assassiné de manière absolument horrible. Mais vous savez, il y a quelque chose d'étonnant dans cette histoire. Vous avez eu raison de la retenir. Et vous faites le parallèle avec Daval, mais c'est vrai, on est un peu pas dans le même schéma, évidemment, les crimes sont différents, mais dans le besoin pour ces auteurs de crimes de paraître et d'apparaître et d'être un peu des vedettes. Vous partagez ce sentiment ? C'est exactement ça. Là, on sentait vraiment qu'au-delà, ils les avaient déjà tués une première fois, mais c'était comme s'ils souhaitaient les tuer une deuxième fois, médiatiquement, en disant énormément de mal, en inventant des choses fausses sur cette famille. Tout à fait. Voilà. Et on sent vraiment la haine que David Otia et Alexandra Lefebvre avaient contre Xavier Flactif. Donc ça vous trouvez que c'est effrayant. Puis il y a ce mobile, c'est la jalousie qui dévore ce couple, qui regarde ces gens qui sont en face d'eux dans ce grand chalet. Ils ont tout et nous on n'a rien. C'est ce qu'ils disent, ces gens. C'est exactement ça en fait. C'est la jalousie qui peut vraiment mener au pire. Et là, un quintuple assassinat, dont 3 petits enfants, c'est absolument affreux. Et je rajoute à ça, parce que c'est important, ce sont les gendarmes qui ont travaillé sur cette affaire. Ils ont très très bien travaillé, parce que en dépit des apparences et malgré tous ces morts, il y a 5 morts dans cette histoire. C'est beaucoup. C'est un massacre dans ce chalet. Eh bien, on ne trouvait rien. Et finalement, grâce à l'IRCGN, c'est l'Institut de recherche de la gendarmerie nationale, on a trouvé un petit éclat d'émail, un petit éclat de dents, entre les lattes du parquet. Je vois que vous connaissez bien l'affaire, et c'était les dents d'un petit enfant. Grégory, oui. Voilà, et donc on a effectivement Grégory, 7 ans. C'est à partir de là qu'on a identifié les auteurs. Merci infiniment, Léonie. Merci à vous, bel été Jean-Alphonse, et merci bravo vous encore aussi. pour votre belle émission. Oui, bien sûr, on ne se lâche pas, on continue à rester ensemble en écoutant l'heure du crime. On marque une petite pause ? Non, on marque pas de pause, on va retrouver tout de suite notre auditeur qui attend, là au 32 10, 50 centimes la minute, je le répète. C'est Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour Jacques, vous nous appelez de Lons-le-Saunier. Avec une histoire dont on a énormément parlé, c'est le petit Émile. Oui, le petit Émile, c'est une affaire quand même extrêmement douloureuse pour tout le monde. C'est quand même un homicide qui s'est passé dans un petit village de, 150, 200 habitants. Oh, c'est tout petit, moins que ça, ouais. Il y a eu des centaines de personnes qui ont cherché la gendarmerie, des moyens colossaux. Et aucun résultat à ce jour. Et bon, alors moi, j'ai une intime conviction. Donnez-la, puis on va en discuter. Moi, je veux vous dire, mon intime conviction, c'est simplement une histoire de famille. Une histoire de famille. Ça me rappelle un petit peu l'affaire Grégory, cette histoire. Alors bon, moi je vous donne l'acte. On ne cite pas de nom, etc. Bien sûr. Mais vous dites une histoire de famille. Oui, pourquoi pas. C'est-à-dire que vous êtes sur la piste criminelle, c'est ça ? Oui, c'est une histoire interne. Pour moi, c'est ça. Je pense pas qu'il fallait aller chercher plus loin. Ça va être difficile à trouver. De toute façon, que vous savez, l'affaire Grégory, combien d'années l'affaire Grégory ? Oui, bien sûr, mais l'affaire Grégory, on retrouve tout de suite le corps. On retrouve tout de suite une vraie histoire de famille avec un corbeau, etc. Oui, tout à fait. Alors que là, il n'y a rien. Oui, il y a un contexte, tandis que là, il y a effectivement, il y a peut-être un concours de circonstances, il y a une proximité, mais encore une fois, à l'heure où nous parlons, il faut bien le préciser, c'est comme ça que ça marche aussi. Personne n'est visé par la justice dans cette affaire. C'est ce qui est difficile d'ailleurs pour les enquêteurs, c'est que il n'y a pas le moindre soupçon sur personne. Oui. Et ça va être, je peux vous dire que ça va être compliqué là. Et effectivement, il y a aussi autre chose, Jacques, c'est que
on a toujours du mal à penser que les accidents, ça existe. Hein, on se dit toujours, ah oui, mais c'est pas normal, etc. etc. Mais les accidents, ça peut exister. Vous pouvez avoir aussi un petit garçon qui est totalement désorienté, qui va marcher, s'écrouler, et puis... non, mais je pense qu'on aurait quand même retrouvé... C'est le problème. Je suis d'accord avec vous. On aurait trouvé quelque chose avec les moyens colossaux qu'il y a eu sur un périmètre de quelques kilomètres... on aurait trouvé, parce qu'un gamin de son âge, il fait pas non plus 15 km. Hein. C'est exact. Et puis là, je suis assez d'accord avec vous sur le côté, pourquoi on n'a pas trouvé avant. Mais c'est une question qui reste en suspens, puisque de toute façon, le dossier, il est toujours pas fermé. Donc on aura l'occasion d'en reparler avec vous, Jacques. Merci d'avoir été notre auditeur aujourd'hui et d'être fidèle encore et toujours à l'heure du crime. Merci beaucoup. Tout de suite, on va retrouver dans un instant les informations. L'heure du crime, émission spéciale. La sélection des auditeurs. L'heure du crime, émission spéciale. Les affaires qui vous ont le plus marqué. Jean-Alphonse Richard. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une spéciale auditeur. C'est vous qui nous appelez au 3210 pour nous poser des questions sur les faits divers qui vous ont marqué, les histoires criminelles qui vous fascinent. Le mot est impropre, mais en tout cas, les histoires criminelles qui vous font réfléchir. On est là pour répondre à vos questions et je suis là, évidemment, pour vous accueillir dans cette heure du crime un peu spéciale au 3210, 50 centimes la minute. Et on a en ligne Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour Jean-Alphonse, bonjour à tous. Merci infiniment Grégory, vous êtes parisien ou en tout cas vous habitez Paris. Et, tout à fait. Et voilà, alors il y a une affaire qui a l'air de vous accrocher et c'est une affaire effectivement dont on a parlé dans l'heure du crime, c'est Paquita Parra. Hein, donc, tout à fait, oui, tout à fait. Cette jeune femme qui a été retrouvée carbonisée dans sa voiture et non élucidée. Et c'est malgré 25 ans je crois, décembre 98, plus de 25 ans d'enquête. Toujours pas de voilà, malgré qu'il y avait une sorte de témoin qui était, enfin oui, un témoin qui était arrivé dans le sens inverse parce que c'était sur une nationale, hein, je pense, et il a vu cette jeune femme attendre impatiemment, je crois, hein, dans la voiture, et au retour, il a vu le feu. Et au retour, il a vu que la voiture était brûlée. Oui, c'est ça. Non, mais elle est sur un parking, à vrai dire, Paquita Parra. Elle a ce rendez-vous avec un homme qui va rester bien mystérieux, et c'est tout le problème, et c'est toute la clé de l'affaire, effectivement. Alors, il y a son petite amie qui va être mise en examen en septembre 99. Là, on est un peu moins d'un an après le crime, mais bon, ça va rien donner. Il va même obtenir des dommages et intérêts parce qu'il aura passé 350 jours en prison. C'est pas rien avant d'être placé sous contrôle judiciaire. Donc effectivement, alors c'est pas le plus célèbre des cold cases, mais qu'est-ce qui vous frappe dans cette histoire? C'est peut-être la proximité, c'est-à-dire que la disparition très rapide. Elle quitte son domicile, sa jeune femme, hein, et puis on la voit plus. Tout à fait, elle quitte son domicile, on la voit plus. Comme vous dites, ça a été cette disparition très, très rapide. Et puis, c'est encore une fois, les affaires non élucidées, c'est quand même quelque chose de très très mystérieux. Et puis, alors il y avait aussi une histoire de carnet de chèques, hein, je crois. Il me semble qu'elle avait déposé plainte. Oui, elle avait été inquiétée parce qu'effectivement, il y avait des chèques qui avaient disparu, etc. Ouais. Elle se sentait pas menacée, mais enfin, elle était inquiète. Elle en avait fait part aux gendarmes, qui avaient d'ailleurs pris acte. Hein. Il y avait une main courante qui avait été déposée à la gendarmerie du coin de son village. Et effectivement, ensuite, elle a été tuée et puis vraiment abandonnée et dans cette voiture qui a pris feu. On a mis le feu à cette voiture. Donc effectivement, c'est assez frappant. Et on s'est dit qu'il y avait peut-être aussi une histoire de vengeance derrière, une vengeance que c'était elle on visait peut-être quelqu'un de sa famille à travers elle, etc. Oui. Donc, mais alors 2022, Grégory, eh bien depuis 2022, l'affaire est au Paul Cold Case. Paul Cold Case, c'est une bonne chose, ça, Grégory? Oui, alors maintenant il faut que ça avance, il faut que
bien sûr que c'est une bonne chose. De toute façon, tout ce qui peut ressortir positif, c'est toujours quelque chose de bien. Maintenant, on espère tous que évidemment, on va retrouver le coupable. Mais comme je disais au début, il y a aussi cet homme-là qui a été témoin. Je me souviens très bien de ça. Enfin, témoin, non, témoin du crime. Du feu. Voilà, oui. Il a vu dans le sens inverse. Il a vu cette jeune femme en train d'attendre, et ensuite, quand il est retourné, il a vu le feu. Oui, je suis d'accord avec vous, mais il y a plusieurs témoins qui ont vu ce feu, même de loin. Il y avait une lueur dans la nuit, donc ça a été effectivement signalé. Et on a une petite pensée pour la famille de Paquita Parra. C'est important parce que la maman, puis les frères de Paquita, eh bien, c'est leur vie qui a basculé. Et on pense beaucoup à eux encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Grégory, d'avoir été. Allez-y. J'enfonce très rapidement. Très rapidement. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais aussi que, si possible, que vous parliez d'une affaire que vous avez jamais traitée. Ce serait bien de la traiter, par exemple, pour la rentrée prochaine. C'est l'affaire Patrice Beau. BAUD. Patrice Beau, c'est un docteur neurologue qui a été assassiné à Nemours dans le 77 en 2003. Et depuis, affaire non élucidée, il y a eu plein de rebondissements dans cette enquête. Et écoutez, si vous pouvez, voilà. On va pouvoir. Grégory, je viens de le noter en même temps que vous parliez sur un petit papier, vous voyez, donc Patrice Beau. Merci beaucoup, Grégory. Merci à vous. Vous restez fidèle à l'heure du crime, et on va prendre tout de suite une auditrice, c'est Marie. Bonjour Marie. Bonjour, Jean-Alphonse Richard. Merci infiniment d'être avec nous, Marie. Alors, vous vous intéressez à une affaire qui a été terrifiante, c'est l'affaire Béranger Bruns. Parce que c'est, en deux mots, c'est un charcutier, il est à Paris, et puis il va tuer son employé, qui est aussi sa maîtresse, elle a 26 ans. Et puis aussi le fils de celle-ci, il s'appelle Lucas, il a 4 ans, et puis il va finir aussi par étouffer le chien au passage. Continuons. Donc, et les corps vont être découpés en morceaux, c'est une affaire terrifiante. C'est terrifiant parce que même si on n'excuse jamais un féminicide, on peut concevoir que dans un coup de folie, dans de la violence, dans un trait de temps, je dirais, on peut concevoir. Mais après, s'attaquer aux petits témoins, terrifiant. Les corps, je suis d'accord avec vous. Les jeter aux quatre coins, et voilà. Mais là, et puis, voilà. Et là, les policiers, je me souviens au 36 quai des Orfèvres, quand ils vont recevoir cet homme, ils vont être stupéfaits par l'attitude de cet homme qui est complètement, comment dirais-je, ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas si son cerveau a commandé ses actes. C'est très compliqué, Béranger Bruns. On va avoir du mal à savoir exactement ce qu'il a fait et pourquoi il a fait ça. On n'est pas psychiatre, et je pense qu'il témoigne assez bien du fait qu'on peut tous peut-être déraper dans des moments de colère et de passion. Mais après, derrière, il y a des choses qui sont quand même inexplicables. Ça dure pendant plusieurs jours. Le soutien aussi inconditionnel de son épouse, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Je comprends pas très bien, parce que vous pouvez aimer un homme, mais à un moment, je sais pas, je crois qu'on peut quand même dissocier certaines choses, les sentiments. Je sais pas comment ils peuvent continuer et se justifier après qu'il ait fait des choses pareilles. Il tolérait déjà beaucoup de choses, apparemment. Mais là, vous l'avez très bien exprimé. On n'est pas psychiatre, vous comprenez. Donc, non, on n'est pas psychiatre. Et encore même, je crois que les psychiatres auront du mal à savoir ce qui se passe dans ces têtes-là. Mais bon, ça, c'est comment dirais-je, le crime, c'est très particulier. Il y a une mécanique qui se met en place qui est toujours différente. Et celle de Béranger Bruns, vous avez raison, elle est très spectaculaire, elle est très particulière. Alors, il a été condamné, Béranger Bruns, à 30 ans de prison. Il n'y avait pas de peine de sûreté. C'était comme ça parce qu'on a estimé qu'il n'allait pas récidiver, qu'il ne poserait peut-être pas de problème. Et je crois savoir, mais je ne suis pas sûr, je crois savoir depuis qu'il a été libéré. Enfin, il a fait son temps et il a été libéré. Je peux vous dire qu'il a été libéré parce que moi, je l'ai croisé. Ça a été assez dur pour moi, je veux dire. Je pense que j'ai dû laisser traîner un petit peu trop longtemps mon regard sur lui parce que après il m'a regardé. Donc je pense que je voulais aussi ne pas c'est normal de sortir après quand on a fait sa peine. Oui, tout à fait. Je l'entends. Maintenant le visage était le même et il était dehors et les corps ne sont pas là. Oui, c'est ça. Et ça, effectivement. Et je pense qu'il a repris une activité professionnelle. Merci beaucoup, Marie, d'avoir été avec nous dans l'heure du crime. Merci de l'échange. Merci pour cette émission. Merci à vous. Non, c'est vous les auditeurs qui faites l'émission. Sans vous, il n'y a pas d'émission. Voilà. Donc, je vous embrasse, Marie, et puis je vous dis à très bientôt.
on marque une petite pause et puis on reprend l'heure du crime avec les auditeurs. L'heure du crime, émission spéciale. La sélection des auditeurs. L'heure du crime, émission spéciale. La sélection des auditeurs. Et dans cette heure du crime, c'est vous, les auditeurs qui faites cette émission, et c'est vous qu'on retrouve au 3210, 50 centimes la minute sur RTL. On va parler de crime et on continue à évoquer les faits divers, les histoires judiciaires qui vous ont marqué, qu'elles soient anciennes ou qu'elles soient actuelles. Et on rejoint tout de suite au téléphone de l'heure du crime, c'est Florian. Bonjour Florian. Bonjour Jean-Alphonse, merci à vous de m'accueillir pour la seconde fois du coup. Oui, je sais, je reconnais votre voix parce que j'ai dans l'oreille votre voix. Vous avez 27 ans, je crois, et vous appelez de Chartres. Tout à fait. Et voilà, donc effectivement, vous êtes un fidèle auditeur de l'heure du crime. Et tout de suite avec vous, les tueurs du Brabant. Alors ça se passe en Belgique. Pour les gens qui ne connaissent pas, ce sont des braquages terrifiants qui ont eu lieu en Belgique au milieu des années 80. Et on n'a jamais attrapé cette bande de braqueurs. 3 énormes braquages de supermarchés. Et le bilan, il est terrifiant. 28 morts et 22 blessés. Pourquoi elle vous intéresse cette histoire ? Vous avez 27 ans, vous n'étiez pas né dans ces années-là ? Eh bien juste, oui, voilà, là vous mettez le doigt sur quelque chose, c'est justement, je n'ai aucun lien, ni loin ni de près, bon, non seulement, voilà, j'étais pas né, j'ai beau aimer la Belgique, mais je suis français, mais il y a quelque chose, je trouve, de surréaliste dans cette affaire, digne d'un film, en fin de compte, parce que là, on parle de 3 hommes, en vérité, ils étaient peut-être un peu plus, mais finalement, un braqueur, il vient, il met tout le monde à terre, il prend l'argent. Or là, on a l'impression que ces types-là sont juste là pour jouir de la souffrance des gens et les exécuter. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses troublantes. Il y a ces meurtres de sang-froid à l'arme de guerre sur des parkings, avec notamment, j'ai cette image en tête, parmi les victimes, il y a un couple, vous vous souvenez, le couple qui arrive à la station-service. Ils sont en Mercedes, ils viennent de passer quelques jours à faire des courses, ils sont très amoureux, ils font le plein de leur voiture et ils demandent rien à personne, mais on va leur tirer dessus alors qu'un braquage est en cours. C'est absolument hallucinant. C'est d'autant plus effrayant que ça pourrait nous arriver à nous tous, nous qui faisons une course tous les jours. Et je voulais parler de cette affaire particulièrement parce que je ne sais pas, Jean-Alphonse, si vous le savez, aujourd'hui l'affaire est définitivement... ils abandonnent, ça y est. Ouais. Alors, vous savez, j'aime pas dire en Belgique, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais pardon, mes amis belges, mais parfois on s'y perd un peu, mais on s'y perd aussi côté français en matière de reprise d'enquête. Alors, l'enquête judiciaire, effectivement, le 28 juin 2024, elle est clôturée. Elle est officiellement clôturée, cette enquête. Mais s'il y a fait nouveau, s'il y a témoignage nouveau, et ça s'est passé dans cette affaire. Il y a eu des vérifications qui ont été faites après la mort d'un ancien gendarme, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il faut savoir que le dossier, alors là par contre, il aura peu de chances d'être rouvert parce qu'il va être prescrit en 2025. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Je vais vous le dire. Il y a une course contre la montre pour essayer de tenir ce dossier vivant, si j'ai envie de dire, et puis voilà, de continuer à enquêter. Je pense qu'il n'y a pas de Paul cold case en Belgique. Je pense qu'il n'y en a pas. Donc voilà. Non, mais c'est d'autant plus perturbant parce que on aurait l'impression que ce sont des surhommes en fait, des fantômes. Alors ces types-là sont bien nés d'une mère, d'un père. Ils ont été, alors je sais pas s'ils sont belges ou français. Apparemment, ils n'auraient pas eu d'accent belge spécialement. Non, ils parlaient plutôt français. Alors il y en a 3 qui ont été remarqués, mais il y a surtout un qui sort du lot, c'est le géant. On va le retrouver sur plusieurs scènes de crime et scènes de hold-up. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, Florian, d'être intervenu dans l'heure du crime. Et puis revenez quand vous voulez. Je vous souhaite un bel été. Et puis restez à l'écoute de l'heure du crime. On va prendre une autre affaire là tout de suite. Je crois que c'est Monique qui est au téléphone de l'heure du crime. Bonjour Monique. Bonjour Jean-Alphonse. Merci Monique d'être avec nous dans l'heure du crime. Alors évidemment, vous vous intéressez à une histoire qui est aussi également effrayante. C'est l'affaire des frères Jourdain. On ne va pas rentrer dans les détails tellement c'est affreux, mais on va donner le nom des jeunes victimes. Peggy, Amélie, Audrey, Isabelle, de 17 à 20 ans, toutes assassinées, violées et tuées par les 2 frères Jourdain, Jean-Louis et Jean-Michel. C'était au Portel. Voilà. Donc vous connaissez bien cette affaire. Cette affaire, elle vous effraie. C'est pour ça aussi vous avez envie d'en parler, sans doute. Ça s'est passé, en fait, les filles partaient du Portel pour aller au carnaval des Quillas.
Et moi, je suis née à Ikea. Et le carnaval, c'est quelque chose quand on est gamin et que on va danser, on se grime, on se maquille, on s'habille, etc. Et moi, à l'époque, je travaillais encore sur Boulogne. Et j'ai donc bien sûr su cette affaire. Bien sûr. Et puis je connaissais des gens à la police, des gens, une dame qui était médecin. J'ai eu des détails un petit peu sordides. Et puis ces filles, en fait, ces 4 jeunes filles, je ne pouvais pas les connaître, elles sont beaucoup plus jeunes que moi. Mais la maman, Marie-Josée, des jeunes filles là était une fille que je connaissais parce que elle avait le même âge que ma sœur et elles étaient allées à l'école ensemble. Et ça c'est important ce que vous dites, Monique, parce que ces 2 femmes là, puisqu'il y a 2 mères dans cette histoire, 2 mamans, elles vont être d'un courage absolu. Elles vont être admirables. Ah oui, c'était vraiment quelque chose de... Et si vous voulez aller plus loin, Monique, moi je vous conseille un livre. Il faut absolument que vous le lisiez. Ça s'appelle Ce petit morceau de tissu rouge. Et c'est l'enquête. Vous l'avez eu par Romuald? Non, je l'ai pas lu. Ah ben il faut le lire. Je l'ai noté parce que quand j'avais écouté votre émission, et puis après, j'avais gardé en fait les articles de presse. Et je me souviens que vous en aviez parlé aussi. Absolument. Je l'avais noté. Oui. Et il faut le lire. Le petit morceau de tissu rouge, c'est publié aux éditions Michalon, et je le donne. C'est Romuald Muller qui était chef de la PJ de Lille. Merci infiniment, Monique. On vous attend et on vous retrouve dans l'heure du crime. Évidemment, vous êtes une fidèle auditrice. On marque une petite pause et puis on va revenir avec vous, les amis auditeurs. L'heure du crime, émission spéciale. La sélection des auditeurs. L'heure du crime, émission spéciale. Les affaires qui vous ont le plus marqué. Jean-Alphonse Richard. Et on retrouve les auditeurs dans cette heure du crime où vous nous posez des questions sur les faits divers qui vous ont marqué. On retrouve tout de suite Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour Jean-Alphonse, ravi de vous entendre. Ah ben moi aussi Jeanne, parce que vous avez une voix dynamique et j'aime bien ça. Jeanne, un petit mot avec vous. Patrick Dils. Alors Patrick Dils, c'est l'histoire d'une erreur judiciaire, c'est ça? C'est ça, l'erreur judiciaire du double meurtre de Montigny-lès en 86, il me semble. Et moi j'ai plutôt une émotion particulière toujours à parler de cette affaire parce que j'avais un ami journaliste reporter qui a écrit un livre qui a beaucoup enquêté sur cette affaire. Le livre c'était La contre-enquête et l'affaire Hills-Holm, la contre-enquête. Et notre ami s'est suicidé certainement suite à cette affaire qui l'a beaucoup marqué. Ah ça c'est terrifiant. Oui. Et c'est toujours pour moi une affaire qui... Oui, on ne saura vraiment jamais si Francis Holm fait partie de cette affaire. C'est Holm qui est effectivement qui a été condamné à la perpétuité, en appel même pour cette affaire. Donc effectivement la justice le considère comme coupable. Et puis voilà. Et puis un mot évidemment sur les 2 petites victimes, Cyril Bénin, 8 ans, Alexandre Beckrich, 8 ans. Donc ça effectivement il ne faut pas non plus les oublier parce qu'effectivement c'est très important. Mais en tout cas Jeanne, merci beaucoup d'avoir dit un petit mot sur cette affaire. On est un peu pressé, je suis désolé, mais vraiment c'est un plaisir de vous avoir. Restez fidèles à l'heure du crime et n'hésitez pas à nous contacter quand vous voulez, on est toujours là pour vous. Et pour les victimes, j'ai envie de dire. On retrouve tout de suite dans l'heure du crime notre dernière auditrice, je pense c'est Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour Jean-Alphonse. Merci infiniment d'être avec nous dans l'heure du crime. Alors vous, c'est un petit peu particulier. Et l'affaire dont vous voulez nous parler quelques minutes, c'est particulière. C'est Élodie Kulik, la jeune banquière qui a été violée et tuée. On a retrouvé son corps carbonisé dans une voiture en 2002. Et vous étiez la meilleure amie d'Élodie. Oui, je suis sa meilleure amie d'enfance. Et j'ai suivi, épaulé et soutenu la famille jusqu'au terme des procès qu'il y a eu. Quel souvenir vous avez d'Élodie Kulik? Parce que nous, dans l'heure du crime, on accorde une très très grande place aux victimes et c'est très bien de vous avoir pour nous parler d'une jeune personne qui était une belle personne et qui a été sauvagement assassinée. Je voulais justement vous remercier pour la qualité de vos narrations en général et notamment, évidemment, en ce qui concerne Élodie, je trouve que vous avez bien restitué la jeune femme solaire, souriante, épanouie et pleine de bonne volonté qu'elle était. Et en cela, c'est vrai que l'émission est pour moi
parfaite. Mais vous savez, j'ai souvenir de un souvenir très vif de cette émission qu'on avait fait. On avait ici, dans le studio L'heure du crime, Jackie Kulik, que vous connaissez certainement. Bien évidemment. Voilà, et Jackie, j'ai rarement vu un homme aussi admirable. Et je le dis, c'est pas pour faire un bon mot ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui est d'une intelligence absolue. Et qui s'est battu pour sa fille, comme vous aussi, vous êtes battu pour votre copine, évidemment. Voilà, et c'est grâce à lui aussi qu'on a eu finalement un résultat et que la justice est passée. Oui, Jackie est un homme extraordinaire, un papa dévoué qui s'est acharné, qui a voulu médiatiser l'affaire autant que possible, et je pense que en cela, ça a aidé quand même à ouvrir des portes au sein de l'enquête. Et oui, je l'admire beaucoup, nous sommes très proches, et c'est quelqu'un de formidable. Oui, et puis il a eu raison d'en parler. Moi je dis toujours que lorsqu'on ne parle plus d'une affaire, l'affaire elle finit par s'éteindre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Je suis d'accord, je pense que peut-être s'il n'avait pas fait autant d'efforts, autant d'éclat, si on peut dire, on ne serait peut-être pas encore là aujourd'hui, même si on a une vérité partielle et qu'on a dû arracher des aveux, puisqu'il n'y a pas eu, mais voilà, une vérité, enfin un coupable. Je pense que sans ça aurait été encore plus difficile. Ça a déjà été beaucoup. Oui, absolument, puisqu'un homme a été condamné dans ce dossier. La justice a fini par passer. Je voudrais juste un petit mot avec vous, un dernier petit mot. Quelle image vous gardez d'Élodie ? Aujourd'hui, Élodie, elle m'accompagne toujours. C'est toujours la marraine de cœur de mon fils. Mes enfants connaissent leur histoire. Les gens qui l'ont connue s'en souviennent, et les gens qui ne l'ont pas connue, je leur parle d'elle. C'est une personne qui était vraiment toujours là pour moi, et finalement, j'ai longtemps cru que je m'étais retrouvée seule, mais elle est toujours là pour les gens, même de là-haut, on parle d'elle et on sourit. Maintenant, on arrive à sourire de son souvenir. Merci infiniment pour votre témoignage. C'est très émouvant votre témoignage, Cindy. Je voulais vous en remercier. Et puis voilà, donc voilà. Et puis voilà. Mais vous avez bien fait, de nous appeler. C'était un plaisir de vous avoir. Et encore une fois, vous parlez très bien de votre copine Élodie Kulik. Elle doit être très fière si elle vous regarde. Merci à vous. Merci à tous les auditeurs qui nous ont accompagnés et qui nous ont appelés aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, Marie-Lou Goyer. Merci à l'équipe du Standard et à Enzo Castaldi qui a accueilli nos auditeurs. La réalisation en direct, évidemment, Nicolas Godet. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.